J'ai aucune réponse. Est-ce que vous m'entendez bien? Sinon, vous m'envoyez un message. Bon, je vais commencer le cours parce que j'ai aucune réponse. Donc, je ne peux pas attendre davantage. Donc, aujourd'hui, nous allons voir donc, les matériaux d'obturation canalaire. Donc, l'obturation du système canalaire est la dernière étape du traitement endodontique. Elle doit être tridimensionnelle et étanche. Donc, quand on a une pathologie pulpaire, qu'elle soit une pulpite ou bien une nécrose ou une nécrose associée à une réaction périapicale, donc nous sommes obligés de faire donc ce qu'on appelle un traitement canalaire, donc une dépulpation, une désinfection, un nettoyage du canal, et pour obtenir la cicatrisation, on doit donc l'obturer. Alors, justement, nous allons voir quels sont ces matériaux donc, qui sont indispensables pour l'obturation donc, des canaux. Alors, donc, en plus de ça, donc, il faudra prévenir la réinfection et les bactéries et les toxines, donc isoler ce canal, de les couper des bactéries et de leurs sources de nutrition, et enfin de combler l'espace vidé qui était contenu par le paquet vasculo-nerveux qui est la pulpe, et de créer un environnement biologique favorable à la cicatrisation. Alors, pour justement, comment choisir ce matériau? Donc, il y a des critères. Alors, les critères de choix d'un matériau d'obturation ont été faits par GCS, donc, et il spécifie qu'un matériau d'obturation canalaire idéal doit répondre aux critères suivants. Alors, première chose, il doit être de manipulation et d'introduction facile. Le temps de prise doit être d'une manière générale de 3 minutes, au moins pour permettre une bonne manipulation. Donc, il doit être facile à utiliser. Et le temps de prise doit être donc de 3 minutes. Il doit être d'une bonne élasticité au moment de l'insertion pour permettre une meilleure adaptation de la morphologie canalaire. Donc, il faut qu'il obture le canal dans les 3 dimensions. Il faut une herméticité parfaite. Les canaux, donc les pattes à canaux doivent avoir une fluidité correcte, donc une bonne préparation, correspond à l'obtention d'une patte qui décroche de la spatule à 2 cm au-dessus de la plaque. Là, on verra à la fin, quand on parle de la technique, donc une photo qui vous expliquera cela. Et enfin, il doit permettre une obturation hermétique des canaux radiculaires et même des canalicule dentinaires. Donc, tout ce qui est canaux accessoires. Il doit également, donc il faut une absence de conduction de la chaleur et il faut éviter les phénomènes de percolation. Il faut une absence de porosité et l'absorption de l'humidité. La matière d'obturation doit rester stable dans sa structure. Il ne faut aucun changement. Il faut une absence de solubilité dans les fluides pour qu'il ne se résorbe pas à l'intérieur du canal. Il doit être résorbable quand il s'agit d'obturation canalaire sur dents apex non édifiées, donc dans les cas de dents immatures. Donc on obture avec des matériaux d'obturation spécifiques, ce qu'on appelle temporaires. Et puis on obturera avec d'autres matériaux qui sont définitifs. Il doit également être stérile avant son insertion dans le canal. Il doit avoir une action, bien entendu, bactéricide, donc il doit tuer les bactéries, et également une action anti-inflammatoire. Il faut avoir une absence de toxicité pour les tissus périapicaux. Donc, dans le cas de dépassement, il ne faudrait pas qu'il y ait des complications périapicales. Et enfin, il doit permettre une désobturation aisée, c'est-à-dire si on a fait un mauvais traitement, si la cicatrisation ne s'est pas faite et on doit refaire notre traitement canalaire, il faudrait qu'on puisse l'enlever facilement. Alors, à tous ces critères, il faudra rajouter
que toute matière obturatrice doit être radio-opaque pour permettre le contrôle radiographique de l'obturation canalaire. Donc, on va faire une technique d'obturation avec ces matériaux et nos yeux, c'est la radiographie qui nous dira si on a réalisé donc une bonne obturation, comme on a dit tout à l'heure avec les critères hermétiques, corrects, pour pouvoir permettre une cicatrisation efficace. Alors, quels sont ces matériaux? Donc, nous allons commencer par les matériaux, les ciments. Alors, c'est les premiers matériaux qu'on peut utiliser pour l'obturation canalaire, c'est les ciments. Nous avons déjà vu donc les ciments à base d'oxyde de zinc eugénol. Donc, c'est des ciments qui sont disponibles sous forme de, comme on a dit, puisque c'est un ciment, donc il est constitué d'une poudre et d'un liquide. Et le composant principal, c'est l'oxyde de zinc, et le liquide, c'est le génol. Donc, il s'agit d'une pâte durcissante, peu résorbable. Donc, il a le génol, nous l'avons vu déjà, le cours sur les ciments, et nous avons détaillé les propriétés donc, de l'oxyde de zinc eugénol. Donc, c'est le même matériau que nous utilisons pour les obturations canalaires. Alors, la composition, donc nous allons maintenant vous donner certains ciments spécifiques à base d'oxyde de zinc eugénol qui sont les plus utilisés donc, pour l'obturation canalaire. Donc, nous avons ce qu'on appelle la formule de Ricker et qui est composée d'un liquide eugénol et d'une bombe du Canada. La poudre est constituée d'oxyde de zinc 40 à 45%, l'agent précipité avec un pourcentage de 25 à 30%, qui est radio-opaque, donc il va augmenter la radio-opacité, ce qui nous permettra de mieux vérifier à l'aide de la radiographie. Une résine blanche, 16%, ce qui va augmenter la stabilité dimensionnelle du matériau, et du diodotinol, 12%, qui améliore la consistance, permet la fluidité et il a une légère action antiseptique. Nous avons également un autre ciment à base de la formule de Grossman, dont le liquide est le génol, la poudre, l'oxyde de zinc 42%, la résine 27% qui augmente la stabilité dimensionnelle, le carbonate 15% qui augmente le temps de prise, le sulfate de baryum 13% qui augmente la radio-opacité et le borate de sodium qui est de 1% qui augmente le temps de prise. Alors, les propriétés de l'eugénol, normalement, vous les connaissez puisqu'on a déjà vu donc toutes les propriétés antiseptiques, antibactériennes, donc toutes ces propriétés de l'eugénol, mais je vais rappeler uniquement certaines qui sont très importantes donc, pour les matériaux d'obturation canalaire. Donc, sa résistance mécanique qui est faible, la solubilité qui est élevée, il s'adapte bien au tissu dentaire et procure une bonne étanchéité. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici pour l'obturation canalaire, c'est la bonne étanchéité. Alors, les propriétés biologiques, donc, comme on a vu déjà dans le chapitre précédent sur les ciments, donc, il a de très bonnes propriétés biologiques. Alors, les ciments à base d'hydroxyde de calcium. Alors, il y a un autre matériau donc, que nous pouvons utiliser, que nous avons déjà vu également, c'est les ciments à base d'hydroxyde de calcium. Donc, elle utilise soit de l'hydroxyde de calcium, comme on a vu déjà le chaud éteint, soit de l'oxyde de calcium chaud vif. Elles sont des pâtes non durcissantes résorbables, c'est-à-dire qu'elles se résorbent. Donc, on ne peut pas les utiliser comme matériaux définitifs au niveau des canaux. Mais ils sont utilisés comme matériaux temporaires pour permettre la cicatrisation. Alors, quelle est la composition? Donc, présentée dans des tubes sous forme de pâte-pâte. Le catalyseur contient une résine à partir de l'acide salicylique silicane, trioxyde de bismuth. La base de l'oxyde de calcium et ou de l'oxyde de calcium ou
un adjuvant avec de la résine dioxyde de silicone. Alors, nous avons déjà vu les propriétés de l'hydroxyde de calcium, du ciment, et nous allons rappeler celles qui sont et qui l'indiquent et qui nous permet surtout de l'appliquer et de l'utiliser pour l'obturation des canaux. Donc, le ciment libère de l'ion calcium et des ions OH-, censé abaisser le pH des tissus périapicaux. L'avantage théorique du calcium serait de favoriser donc la cicatrisation apicale, donc la guérison apicale par la formation de néoseuillements et d'exercer une action antiseptique. L'hydroxyde de calcium est le médicament de choix donc dans le traitement odontique des dents, surtout infectés avec ou sans lésion apicale, parce que donc il permet de désinfecter bien les canaux et d'entraîner la cicatrisation, ainsi que dans le traitement des résorptions inflammatoires après un traumatisme. C'est une substance fortement alcaline, elle s'approche de la neutralité et qui est en solution se dissocie en Monsieur, ion hydroxyde. Oui, oui, je vous entends. Allez-y. s'il vous plaît, acceptez les restes des étudiants. On attend. Parce que j'ai mis tout, j'ai déjà mis tous les étudiants qui arrivent sont acceptés. Je ne sais pas. Ah bon, oui. Je l'ai déjà mis justement pour éviter, comme la dernière fois, qu'il y ait des étudiants qui soient exclus, ceux qui sont en retard. Ouais. OK? Oui, c'est clair. Voilà. Donc, normalement, je l'ai déjà fait. Hein. D'accord, merci. Je l'ai réinvité encore une fois. Je ne sais pas. OK? Oui. Voilà. Alors, je continue donc le cours. Donc, et justement, est-ce que vous comprenez, si vous voyez que vous avez des explications supplémentaires, vous m'arrêtez. Hein? Bon, je continue. Donc, les propriétés, normalement, donc vous les connaissez, on a déjà vu. On passe, on va avancer. Voilà. Donc, en finalité, en résumant, nous disons que l'hydroxyde de calcium est reconnu comme étant une substance chimique des plus efficaces pour éliminer le problème bactérien dans une thérapie endodontique. Donc, on peut considérer que l'hydroxyde de calcium est un moyen de désinfection des canaux, en plus de l'obturer. Il sera utilisé comme une médication donc temporaire, donc parce qu'il est résorbable, on a dit qu'il est donc il se dissout, donc on ne peut pas l'utiliser comme obturation définitive des canaux. Surtout, il est utilisé pour les dents immatures, l'apexification qui va induire donc et pour permettre la continuation de l'édification radiculaire. On remarque donc ce qui est important, c'est que l'hydroxyde de calcium donc ne constitue pas un matériau définitif stable pour l'obturation canalaire, mais il est temporaire et surtout utilisé pour désinfecter et entraîner une cicatrisation au niveau des dents infectées. Voilà, vous avez une représentation d'une pâte à hydroxyde de calcium, donc de dernière génération. Donc, vous voyez, et on l'utilise donc directement dans les canaux et on le foule avec un instrument pour qu'il rentre dans les canaux et pour nous permettre donc d'entraîner une cicatrisation, une désinfection canalaire. Donc là, nous allons voir maintenant certains ciments qui sont nouveaux, qui sont utilisés donc récemment et donc qui donnent de bons résultats également, tels que les ciments à base de résine. Donc ces deux types de matériaux sont à distinguer. C'est les ciments de scellement sous forme de pâte-pâte à base de résine époxy et de métacrylate. Ils possèdent de bonnes propriétés mécaniques et d'adhérence, donc ce qui est demandé, une bonne étanchéité, donc il occupent dans le sens de l'espace, et une excellente résistance à la résorption. Donc ils sont durs et ils restaurent bien le canal.
ils doivent être utilisés en tant que ciment associé à la gutta-perca. Donc, on les utilise comme ciment de scellement, en plus du compte de gutta que nous allons voir tout à l'heure. Les pâtes résineuses sous forme de poudre liquide destinées à être en grande quantité dans le canal, on peut les introduire à l'aide d'un lentulo. Je vous montrerai, les lentulos, c'est un instrument donc rotatif qui est mis sur le contre-angle pour justement mettre les ciments à l'intérieur du canal. Alors, vous avez également les ciments à base de verre ionomère. La poudre contient un fluoroalumino, silicate de calcium, ainsi qu'un radio-opacifiant. Le liquide est un acide polycarboxylique. L'avantage, c'est la libération du fluor, donc il y a un effet bactéricide. Et malheureusement, nous avons quand même un inconvénient qui est la perte d'étanchéité. Alors, nous avons également les ciments à base de silicone. Ce sont des ciments de scellement à base de polydixysilaxane ou mélangés avec de la gutta en poudre. Donc, tous ces ciments sont utilisés pour sceller le cône de gutta. Ça veut dire qu'on met un tout petit peu au niveau du canal où on enrobe le cône de gutta de ces ciments pour permettre de sceller le cône de gutta. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, maintenant, toutes les obturations canalaires les plus utilisées et les meilleures et qui assurent une bonne étanchéité et une cicatrisation très bonne, c'est donc des obturations à base de gutta-perca. Alors, la gutta-perca, c'est quoi? C'est un exudat raffiné d'arbres exotiques de Malaisie. Donc, il est produit au niveau d'un arbre, hein, et donc on le collecte et on utilise donc des cônes de gutta. C'est une substance gommeuse, voisine du caoutchouc, mais qui, contrairement à celui-ci, est plastique, sans élasticité, ce qui la rend apte au moulage. Donc, elle permet de mouler le canal et de l'obturer correctement. Son absence d'adhérence et son coefficient de dilatation est défavorable. C'est pour cela, justement, qu'on utilise et on le scelle à l'aide d'un ciment de scellement. C'est ce qu'on a vu, tels que les ciments que nous avons vus tout à l'heure. Alors, la gutta-perca est un polymère de l'isoprène. C'est un matériau thermoplastique. Donc, quand il chauffe, donc on peut le mouler, le pousser et le mouler. Il prend la forme donc, du canal en isolant et non résorbable et biocompatible. Donc, il a de bonnes propriétés biologiques. Alors, il est composé de quoi? Donc, le cône de gutta est composé de la gutta-perca 20% à 25%, oxyde de zinc 60 à 65%, agent lastifiant 3%. Là, j'ai mis des points d'interrogation parce que le pourcentage peut être varié et on ne sait pas réellement quel est ce pourcentage effectif. Et de la résine pour la malléabilité, sulfate de barium 11% pour la radio-opacité et des agents de colorant. On remarque donc, c'est en réchauffant et en compactant la gutta que l'on exploite au mieux ses propriétés, en la poussant et en la moulant à l'intérieur du ciment du système canalaire à l'aide de fouloirs spéciaux à canaux. Donc, on chauffe cette gutta, elle devient donc malléable, puis on la pousse, elle va épouser la forme du canal et l'obturer avec, bien sûr, en la scellant correctement, elle nous permet donc des obturations très étanches. Alors, quelles sont les propriétés biologiques de la gutta? Donc, la gutta testée en culture cellulaire procure peu ou pas de toxicité. Donc, biologiquement, elle a de bonnes propriétés. Elle peut être considérée par l'organisme comme un corps étranger. Là, c'est un problème car elle est non résorbable. Donc, c'est une pâte, c'est un matériau d'obturation qui est dur, qui ne se résorbe pas. Donc, si vous faites un dépassement au-delà du foramen, donc là, il va être considéré comme un corps étranger et il ne va pas permettre à la dent de cicatriser. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut toujours ne jamais dépasser avec les cônes de gutta
et se limiter donc au foramen apical pour avoir un bon résultat. Alors, la stérilisation des cônes, il faut toujours stériliser ces cônes parce qu'ils doivent être décontaminés avant l'obturation. Et on le fait en trempant donc ces cônes de buta 4 à 5 minutes dans l'hypochlorite de sodium. Donc, c'est très facile à faire juste avant de les utiliser pour obturer un canal. Alors, quels sont les avantages de la gutta-perca? Alors, une obturation à l'aide de gutta-perca, nous avons plusieurs avantages, tels que la compressibilité, donc ce qui permet une bonne adaptation de ce matériau. Il est presque inerte, donc il est dur. Stabilité dimensionnelle, pas de variation. Bonne tolérance tissulaire et surtout, il est radiopathe, donc il nous permet de le vérifier radiologiquement et de voir si on a bien obturé notre canal. Alors, les inconvénients, manque de rigidité, il se plie lorsqu'il est soumis à une pression et difficulté de contrôle, on peut mal contrôler la profondeur qu'elle atteint. C'est pour cela, donc, il faut faire attention et respecter toujours la longueur de travail. Alors, l'obturation canalaire. Alors, comment il se présente ces gutta-perca? Donc, il se présente sous forme de cône calibré, c'est-à-dire elles suivent le diamètre des instruments canalaires ou monocalibrés. Donc, ils ont le même diamètre. Il existe plusieurs marques avec un pourcentage de constitution qui varie d'un fabricant à un autre. Alors, quelle est la technique d'obturation à l'aide de la gutta-perca? Donc, nous avons plusieurs techniques. Donc, la technique manuelle consiste en deux techniques. La technique de compactage latéral, c'est ce qu'on appelle donc la condensation latérale ou technique à froid, c'est-à-dire on ne chauffe pas la gutta. Ou bien le compactage vertical de gutta-perca, condensation verticale, mis au point par Schilder en 1960, vous voyez que c'est très ancien, technique à chaud. Et c'est cette technique à chaud qui était la plus utilisée, qui donnait de très bons résultats. Aux années 90, G.T. McSpadden, il a créé ce qu'on appelle un compacteur. C'est un compacteur en acier monté sur contre-angle qui va réchauffer la gutta par friction. C'est une obturation rapide, efficace et moins difficile à maîtriser. C'est-à-dire que McSpadden, c'est une image pour que vous compreniez uniquement, il a créé en sorte comme un lentulo, comme un instrument mécanique qui tourne. Il va chauffer la gutta, on met la gutta dans le canal. Avec cet instrument, il va la chauffer et la propulser dans le canal. Puis par la suite, dans les années 90, nous avons une nouvelle génération de gutta-perca qui va être préchauffée à l'aide de certains appareils avant d'être insérée dans le canal. Tel que le système Thermafill qui a été mis au point par Ben Johnson, un Américain, qui assure un double compactage vertical et latéral rapidement, et on obtient donc une obturation très hermétique et on obtient de très bons résultats. Enfin, McSpadden a créé la technique qu'on appelle la gutta multiphase, et cette technique utilise un compacteur en nickel titane que l'on recouvre de 2 couches de gutta-perca préchauffées. Ici, vous avez la représentation donc des fouloirs. Vous avez des fouloirs endodontiques. C'est avec ces instruments qu'on réalise la condensation latérale où on chauffe ces instruments avec une flamme et on fait la condensation à chaud au niveau de la gutta. Vous avez ici, donc, pour faire la condensation latérale, voilà. Alors là, c'est comment on prépare la pâte, vous voyez, avec donc en malaxe, l'oxyde de zinc, eugénol
ou bien le ciment tel qu'on a vu, tous les ciments que nous avons vus, avec le liquide, et puis il faudrait qu'il y ait une pâte donc qui ne soit pas très dure, donc pour pouvoir être obturée et utilisée avec un lentulo par exemple. Ici, vous avez comment on adapte un mètre cône, ça veut dire ici vous avez un manque, donc c'est pas bon. Ici vous avez un manque et au niveau de l'épaisseur, il y a également un manque. Ici vous avez une bonne longueur, mais il y a de l'espace, donc ça veut dire qu'il ne s'adapte pas, il y a des vides. Et là vous avez comment on adapte. Il faudrait donc choisir le cône qui s'adapte le mieux à votre cône, longueur et largeur, comme ici. Puis, vous avez la condensation latérale au milieu. Vous voyez comment on met le mètre cône et avec les fouloirs, on pousse du côté latéral et on rajoute d'autres cônes accessoires jusqu'à l'obturation du canal. Ici, vous avez la technique donc, de condensation à chaud. On met en A donc le mètre cône, puis par la suite, on chauffe, on condense à froid et ainsi de suite jusqu'à l'obturation du canal. Vous avez ici une représentation des fouloirs, une image en gros, vous voyez comment. Et là, c'est le stop pour respecter la longueur de travail. Vous voyez, en rouge. Vous avez une boîte ici de compte de gutta et vous avez les gutta. Donc, comment on les a? On les prend avec une précède et on les insère dans le canal. Ici, vous avez essayage. Donc, voilà la technique. On commence par un essayage du fouloir et un séchage du canal, puis mise du ciment de scellement. Vous choisissez le ciment que vous voulez sur le cône et on fait son insertion. Ici, vous avez donc le fouloir chauffé et on chauffe donc ici et on condense donc et on permet la descente, donc le début de la descente. Puis par la suite, pression à froid pour fouler la gutta chaude dans le canal pour qu'elle épouse la forme du canal. Puis impulsion encore de chaleur, retrait du fouloir et à la fin, on fait une radiographie donc pour nous permettre de vérifier notre obturation. Ici, vous avez ce qu'on appelle le thermafile. Donc, c'est un instrument avec un tuteur et ici, et dans la partie active, vous avez la gutta. C'est ce qu'on appelle un obturateur. On le met au niveau ici, donc, de l'appareil, on fait un réchauffage de ce thermafile et on récupère donc le thermafile thermoplastifié. En bas, vous avez donc insertion du thermafile dans le canal, on le pousse et c'est très facile à faire. Et puis par la suite, on sectionne ici et on obtient une très bonne obturation. Donc c'est une obturation rapide, efficace et l'une des meilleures obturations. Bien sûr, il faut faire le scellement avant avec un petit ciment au niveau des parois. Ici, vous avez également l'obturateur. Voilà, le thermafile. Vous avez l'appareil, le thermoprète pour le réchauffer. Et ici, vous avez un ciment, donc base et catalyseur, qu'on va malaxer et qu'on va introduire avant d'insérer donc l'obturateur. Ici, vous avez un détail de la technique. En 1, donc, nous avons le choix de l'obturateur en fonction du diamètre du canal. En 2, mise en place du ciment de scellement. 3, réchauffement de l'obturateur dans le thermoprète. Insertion de l'obturateur en 4 dans le canal de la longueur de travail. Et enfin, foulage, puis section avec une fraise diamantée par exemple. On sectionne donc ce tuteur à l'entrée du canal et nous avons notre canal qui est parfaitement obturé. Nous avons un autre matériau que nous avons déjà vu également, c'est le MTA, donc le minéral trioxyde agrégate.
ou la biodontine. Donc, le MTA ou la biodontine présente une étanchéité supérieure par rapport aux autres matériaux. C'est ce qu'on a vu donc, dans le cours précédent. Les différentes données disponibles s'accordent à dire que le MTA est le meilleur matériau de choix. Donc, si vraiment vous avez la possibilité et les moyens d'utiliser l'MTA, c'est l'un des meilleurs matériaux pour obtenir les canaux et entraîner la meilleure cicatrisation. Malheureusement, il est un petit peu cher, tel que la biodontine également. Ils sont chers par rapport aux autres ciments, tels que l'oxyde de zinc eugénol ou bien l'aguta. Donc, mais dans certains cas, on est obligé de les utiliser. Nous allons voir dans quel cas. Vous avez ici une représentation des différentes obturations que nous pouvons faire avec l'MTA. Donc, on peut l'utiliser pour l'obturation des perforations iatrogènes. Nous pouvons l'utiliser au niveau des dents immatures pour faire l'apexogénèse, comme on a dit tout à l'heure, pour l'hydroxyde de calcium. Nous pouvons l'utiliser pour l'obturation à rétro et l'obturation des résorptions internes. Et c'est l'un des meilleurs matériaux. Alors, comment on procède? On fait la préparation du mélange. Donc, c'est une poudre et un liquide. Puis par la suite, on fait le chargement du MTA sur cet appareil spécial pour le déposer donc là où nous devons obturer, soit au niveau du canal ou au niveau de la chambre pulpaire, et on réalise donc l'obturation à l'aide de l'MTA ou de la biodontine qui a donc les mêmes propriétés que nous avons vues déjà dans le cours précédent. Voilà donc ce que je voulais vous dire concernant donc les matériaux d'obturation canalaire qui sont indispensables donc dans les traitements endodontiques, donc ce qu'on appelle donc dans les pulpectomies ou dans les thérapies désinfectantes canalaires au niveau d'une nécrose simple ou bien une nécrose avec complications périapicales telles que les abcès ou les réactions périapicales chroniques. Donc, on est obligé, d'après le traitement, la désinfection, d'obturer le canal avec ces instruments. Donc, nous avons des ciments. L'oxyde de zinc eugénol est utilisé avec des lentulos. Donc, ces lentulos, c'est des instruments donc, qui sont montés sur contre-angle et donc qui sont activés dans le canal pour fouler la pâte. Et puis, par la suite, on fait une obturation avec une adjonction d'un compte de buta. C'est l'une des meilleures techniques avec l'oxyde de zinc eugénol pour augmenter son étanchéité. Ou bien, donc, les meilleures obturations sont faites avec la gutta, soit en condensation latérale ou condensation verticale, ou telles que les nouvelles techniques avec les thermaphiles, donc ces obturateurs qui sont munis donc de gutta qu'on chauffe à l'aide d'un appareil et qu'on insère manuellement, très facilement et rapidement, et qui réalise, après un scellement bien sûr, une obturation parfaite dans les trois sens de l'espace et dans les trois dimensions avec une étanchéité parfaite. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez éventuellement des questions? Parce que c'est le dernier cours